Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ce sont deux visages de Canal+ que les téléspectateurs ne verront plus à l'antenne. Sébastien Toen, animateur et humoriste, licencié pour avoir parodié une émission d'une autre chaîne du groupe, CNews, et Stéphane Guy, journaliste à la rédaction des sports depuis 2 décennies, viré lui aussi pour avoir dénoncé l'éviction brutale de son collègue. Ces deux départs ont relancé les critiques sur la chaîne cryptée, qui revendiquait autrefois sa liberté de ton et son sens de la dérision, et reprise d'une main de fer par Vincent Bolloré il y a maintenant 6 ans. Code Source revient sur tous ces bouleversements à Canal+, avec 2 journalistes du service culture et loisirs du Parisien, Sylvain Merle et Mickaël Zolto-Broda. Ce dernier est à distance en raison de l'épidémie. Mickaël Zolto-Broda, quand Vincent Bolloré prend la tête du conseil surveillance de Canal+, à l'été 2015, vous travaillez pour la chaîne cryptée. Vous faisiez quoi exactement ? J'étais journaliste pour l'émission du midi qui s'appelait La Nouvelle Édition. J'étais reporter pour la chronique média que présentait Ophélie Meunier. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe et il y a des moyens pour bien travailler et on part tous en vacances en se disant on se revoit à la rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été-là ? Juste avant de partir en vacances, on apprend que Vincent Bolloré a joué au Chamboule-Tout avec la grille des programmes de Canal+. Il y a par exemple Maïté Nabiraben qui était au supplément, qui est promu au Grand Journal, Ali Badou qui présentait La Nouvelle Édition, qui lui récupère le supplément, Daphné Burki qui présentait Le Tube, elle va à La Nouvelle Édition, et Ophélie Meunier qui présentait la rubrique Média, elle récupère Le Tube. Bref, les émissions restent, mais les incarnations changent complètement, voire certaines boîtes de production aussi, dont KM qui est rétrogradé à le midi, alors que KM, détenu par Rodolphe Rankim, qui produisait le Grand Journal depuis une dizaine d'années, est rétrogradé en 2e division. Et concrètement, vous, qu'est-ce que ça change autour de vous ? Je me retrouve avec une équipe qui m'a pas choisi dans une autre production que je connais pas et on se regarde un peu à la rentrée entre 4 yeux en se disant mais bon, il s'est passé un peu un cataclysme, il faut qu'on y aille, mais un sentiment de gâchis où les talents sont pas forcément mis là où ils devaient être et beaucoup de frustration de part et d'autre. Et est-ce que cet épisode vous sert aujourd'hui en tant que journaliste média au Parisien lorsque vous devez enquêter sur le groupe ? Bien sûr, parce que j'ai noué des relations très fortes pendant ces 2 ans à Canal+. Donc pour vérifier des informations, j'ai un réseau de 50 personnes que je peux appeler. Maintenant, ceux avec qui j'ai pas gardé des relations très fréquentes, celles-là, elles se méfient de moi et elles ont même pour consigne de pas me répondre. Et d'autant plus que dans cette boîte, c'est vraiment le culte du secret. Sylvain Merle, juste avant l'arrivée de Vincent Bolloré, Canal+, ça ressemblait à quoi ? Alors la chaîne vient de fêter ses 30 ans d'existence. C'est une chaîne qui n'est jamais passée de mode. C'est la chaîne encore de l'humour, de l'impertinence. Elle a une belle grille. On a le Grand Journal, ça fait une dizaine d'années déjà que ce talk show est un phare dans le PAF. Et puis on a tout un tas de nouvelles émissions ou d'émissions assez récentes. Il y a le Tube, l'émission média présentée par Daphné Burki qui cartonne, qui est très bonne. Il y a évidemment le Petit Journal de Yann Barthès. Il y a une grille donc cohérente, structurée. C'est de l'infotainment, cher à Pierre Lescure, l'un des créateurs de la chaîne. D'ailleurs, c'est en clair, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé aux abonnés. Ces émissions, tout le monde peut les regarder. Et on y trouve de l'humour, de la légèreté, mais aussi du sérieux et de l'info. La même année, Mickaël Zolto-Broda, l'homme d'affaires Vincent Bolloré, devient président du conseil de surveillance de Vivendi, c'est la maison mère de Canal+, et en septembre 2015, il prend aussi la tête du conseil de surveillance du groupe Canal. C'est quoi son objectif ? Clairement, c'est de réduire les coûts. Il a regardé chaque ligne des budgets. Il a vu qu'il y avait des animateurs qui étaient grassement payés parce qu'il y a eu les années fastes de Canal+, avec des salaires à 5 chiffres. Et puis il veut s'entourer d'hommes de confiance. Il va les mettre à des places stratégiques. Il limoge une grande partie de la direction en place.
30 cadres parmi les plus hauts salaires sont limogés ou prennent la porte ou partent rapidement dans les semaines de sa prise de contrôle. Parfois, ils n'ont même pas le temps de faire leur carton, on leur retire leur badge. Il y a eu des séances d'humiliation aussi avec ces grands patrons, et c'est pas les moindres, hein. C'est Bertrand Méheux, c'est Rodolphe Belmer, les numéro 1 et numéro 2 de Canal+, suivi d'Aréa Prikian qui gérait la partie claire du groupe Canal, dont D8 à l'époque qui viendra C8. C'est vraiment un ménage de fond en comble pour placer ces hommes de confiance qui lui tiennent pas tête et qui vont être en fait des exécutants, ce que n'était pas l'ancienne direction. Et dans le milieu du cinéma, Sylvain Merle, beaucoup de réalisateurs français sont inquiets. Il faut rappeler que le Canal+, c'est le financeur principal du cinéma français. Et donc, dans une lettre ouverte, ils disent leur consternation face à cette éviction. Ils rappellent combien Belmer a été le garant de la diversité du cinéma français. Et ils se disent inquiets, voilà. Ils disent leur inquiétude de voir Bolloré et ses équipes mettre à mal l'ADN de la chaîne et qui a fait son succès, c'est-à-dire l'indépendance d'esprit, la liberté d'expression, le refus de se soumettre aux diktats des pouvoirs en place et la diversité du cinéma qu'elle soutient. Quelques mois plus tôt, le 12 février 2015, sur France Inter, Léa Salamé interrogeait Vincent Bolloré sur ses projets pour la chaîne. Elle lui demandait de définir l'esprit Canal. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. C'est pas du tout la pertinence et l'impertinence qu'on avait connues jusqu'alors. Il est OK pour l'autodérision, mais surtout pas pour la dérision. Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Mais je trouve qu'à côté de ce petit travers, c'est une chaîne qui a créé énormément de choses. Entre les lignes, il faut comprendre que c'est blessant pour ses amis de se faire attaquer. Donc, parmi ses amis intouchables, il y a des politiques, bien sûr, mais il y a aussi des hommes d'affaires, des patrons de banque. C'est un petit peu le réseau du CAC 40. Sylvain Merle, en juin 2016, Vincent Bolloré échoue à mener un accord avec beIN Sport. Et cet accord devait permettre à la chaîne de pouvoir présenter une offre de chaîne sport pour se maintenir à flot. C'est un coup dur ? C'est un coup dur parce qu'il mettait beaucoup d'espoir dans cet accord, mais la haute autorité de la concurrence lui refuse cet accord. Donc il va réagir en gestionnaire, il va couper dans les effectifs, il va réduire les coûts et il va réduire drastiquement la part du clair, donc du non crypté dans la grille des programmes. En gros, il va se concentrer sur celui qui paye, sur son client, sur les abonnés. Michael Zolto-Broda, le 17 octobre 2016, la rédaction d'ITélé, la chaîne d'info du groupe Canal+, se met en grève. Pour quelle raison ? L'arrivée de Jean-Marc Morandini, qui vient juste d'être mis en examen pour corruption aggravée de mineurs. À ce moment-là, la rédaction d'Europe 1 le débarque, le prive d'antenne immédiatement. En revanche, iTélé tient à sa nouvelle recrue et fait tout pour le mettre à l'antenne et va le mettre à l'antenne ce lundi 17 octobre. Jean-Marc Morandini, nous demandons sa mise en retrait de l'antenne, comme c'est le cas sur Europe 1, comme c'est le cas sur NRJ12. Pour la rédaction d'ITélé, Morandini tient plus du divertissement, selon eux. C'est vraiment incompatible entre l'info et l'arrivée de Morandini, qui est mise en examen. C'est quelque chose d'inconcevable. Et ses salariés s'inquiètent aussi de plusieurs nominations qui ont eu lieu au sein de la chaîne. Il y avait Guillaume Zeller qui venait du groupe Bolloré, mais il n'est pas resté très longtemps. Ce qui fait que Serge Nedjar, le directeur de la chaîne, a aussi à ce moment-là la double casquette en tant que patron de la rédaction. Et généralement, c'est quelque chose qui est distinct parce qu'il y en a un qui protège la rédaction, l'autre les finance. Là, il a la double casquette et c'est inconcevable aussi pour une grande partie de la rédaction qui voudrait avoir un gage d'indépendance. Cette grève devient la plus longue grève dans l'histoire de l'audiovisuel privé. Elle se termine un mois plus tard, le 16 novembre. C'est 31 jours de grève non-stop. Ils sont complètement épuisés quand ils sortent de cette grève et surtout dépités parce qu'ils ont fait des actions assez fortes. Ça a été repris dans la presse. Chaque jour ou presque, on faisait un papier sur eux. Bolloré n'a pas cédé d'un iota. Alors, ils ont obtenu la création d'une charte d'éthique, de déontologie. Mais sur le reste, ils n'ont rien obtenu. Morandini est toujours à l'antenne, et ce qui fait que ça conduit à de nombreux départs. Sur les 120 cartes de presse, il y en aura presque 100 qui vont partir dans les jours ou les semaines qui suivent. iTélé devient quelques temps plus tard CNews. Cette grève, elle instaure un climat de peur chez les salariés du groupe ?
de peur, voire de terreur. En tout cas, ça montre que ça sert à rien de tenir tête à Bolloré. C'est lui qui aurait le dernier mot. Il faut filer droit, sinon c'est la porte. Sylvain Merle, à la rentrée 2017, c'est le grand retour des Guignols de l'info, en clair sur Canal+. L'émission était jusque-là diffusée en crypté depuis 2015. Entre ces deux dates, elle a connu beaucoup de changements. Ça a longtemps été la meilleure audience de la chaîne. C'est une émission qui est impertinente, qui touche à la politique. On se souvient de la marionnette de Chirac. Compagnons, mangez des pommes! Je les bouffais tous, j'ai la niaque! Revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago pour dire le mot. Non, c'est pas des magots, y en a pour tous les goûts, quoi. Un peu comme un buffet campagnard. Il y a de tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça mon programme. Des références qui sont aujourd'hui les références de toute une génération. Et à partir de 2015, Vincent Bolloré, il reprend l'émission en main. Il remplace tous les auteurs. Il donne des idées lui-même. D'ailleurs, il va même jusqu'à imaginer un sketch où il met en scène son arrivée et sa reprise en main de la chaîne. Il va changer de case, de version, de longueur. Effectivement, elle va passer en crypté. Ça crée des remous à l'époque. Mais bon, c'est lui le maître à bord, donc il fait ce qu'il veut. Voilà, elle sera moins axée sur la politique, ce qui faisait son sel. Et puis voilà, après des mois en crypté, elle a perdu en visibilité, les gens ont presque oublié, et puis ils sont de moins en moins nombreux à regarder. Et l'émission s'arrête le 22 juin 2018, quelques semaines avant de fêter ses 30 ans. À la fin de la saison, si on fait le bilan, beaucoup de programmes ont aussi disparu. Oui, les Guignols de l'info ont disparu dans l'indifférence la plus totale, mais c'est une émission parmi d'autres qui ont disparu. Il y a le Zapping, une émission historique de Canal+, avec son impertinence, ce montage d'images, d'actualités savamment orchestré. Il y a aussi le Grand Journal, le Petit Journal, le Supplément, la Nouvelle Édition. Tout ce qui faisait Canal+, justement, des dernières saisons, a disparu. Et beaucoup, dans les médias, à cette époque-là, se demandent où est l'esprit Canal. Entre-temps, Michael Zolto-Broda, Vincent Bolloré a quitté la tête du groupe de surveillance de Canal+, mais il reste à la tête de Vivendi. En septembre 2018, le tribunal des prud'hommes de Boulogne-Billancourt condamne la chaîne à verser près de 3,5 millions d'euros d'indemnité à Maïtena Biraben, l'ex-présentatrice du Grand Journal. C'est une somme colossale, elle en demandait 4,4 millions, mais ça reste vraiment énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maïtena Biraben, elle avait eu la présence d'esprit de signer un contrat de 5 ans. Donc elle a fait 1 an. Le groupe Canal+ a été contraint de lui payer les 4 ans restants avec un salaire estimé de son côté à 80 000 euros par mois, du côté de Canal+, 50 000 euros. Mais en tout cas, ça restait énorme. Et cette somme, elle ne l'a pas volée. Elle savait que ça pouvait se finir mal. Elle avait anticipé ça. Elle le dit elle-même. Elle a dit qu'elle a été virée vraiment violemment, avec un certain mépris, et qu'elle voulait faire payer Vincent Bolloré. Sylvain Merle, on en vient au 19 novembre dernier. Le site de paris sportif Winamax met en ligne une parodie de l'heure des pros, l'émission de débat de Pascal Praud sur CNews. Et cette parodie, elle s'appelle L'heure des pronos. Et elle est présentée par Pascal Prono. C'est Julien Cazard qui campe ce Pascal Prono. Donc c'est Pascal Praud, évidemment, tout le monde l'a reconnu. Il est plus vrai que nature. Il s'énerve, il ne laisse pas parler l'interlocuteur qui n'est pas d'accord avec lui. Il a notamment un invité qu'il présente, un marin-pêcheur qu'il présente comme de gauche, syndicaliste. Voilà. Puis il y a aussi à côté d'eux Thomas Sérafine et Sébastien Toen. Alors Toen, lui, il est Lionel Messia. Alors lui, il parodie Jean Messia, un ancien du Rassemblement national et un invité régulier de Pascal Praud. Vous jouez avec la peur des gens, on n'en peut plus, c'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, le foot va mal, les stades sont vides, il y a des cas de Covid dans tous les clubs, il y a des blessés, il y a des indisponibilités, il y a des clubs en faillite, on est au bord du gouffre, on n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables, on est en train de crever, et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. La vidéo, elle est assez drôle, mais provocatrice, évidemment. Elle moque et elle dénonce les discours radicaux qui ont tribune ouverte chez Praud et sur CNews de manière générale, avec Éric Zemmour notamment. Et donc vous l'avez dit, l'un des personnages est joué par Sébastien Toen, qui est un présentateur de Canal+. Sébastien Toen, ça fait 17 ans qu'il est sur Canal+, avec Thomas Sérafine et Julien Cazard. C'est un membre d'Action Discrète. C'est une bande de trublions nés sur Canal+, et qui s'est fait connaître par des caméras cachées et des vidéos très impertinentes. Il est à l'antenne depuis 17 ans, c'est
un chroniqueur historique, encore une fois, et il est l'un des derniers représentants de l'esprit poil à gratter de Canal+. J'aimerais avoir votre avis sur ce fameux Lille-Lorient. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons Lorient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi, je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison. Pour l'anecdote, il faut savoir que Sébastien Toen, quelques heures avant de tourner ce sketch, n'était pas très chaud pour jouer ce rôle, et c'est finalement ses acolytes qui l'ont fait changer d'avis. Est-ce qu'on sait comment a réagi Pascal Praud ? Mais oui, il envoie un message à Julien Cazard. Alors, il lui dit qu'il aime pas trop l'image qu'on lui prête, mais il répond aussi que c'est drôle et que quand c'est drôle, c'est plus fort que tout, point barre. En revanche, cette vidéo, elle ne fait pas du tout rire la direction de Canal+. Non, pas du tout. Et Sébastien Toen est très vite informé que ça grince en haut lieu et on lui signifie rapidement qu'il est viré. Et c'est le journal L'Équipe qui révèle son licenciement le 27 novembre. Comment la chaîne, elle justifie ça ? Alors dans un premier temps, elle ne justifie rien du tout. Elle ne commente pas. Nous, on passe des coups de fil, on essaye de vérifier l'info, on la vérifie, mais la chaîne ne veut pas commenter. Il faut attendre le 9 décembre pour que Gérald Brice-Viré, le directeur général des antennes, au micro d'Europe 1, justifie ce licenciement. Sébastien s'est affiché avec des personnes qui dénigrent sur des antennes concurrentes de la vôtre, constamment la direction des sports et le service des sports de Canal+. En clair, il vise Julien Cazard. C'est un peu surprenant, ça voudrait dire que Sébastien Toen est licencié pour ses fréquentations. Vous essayez de joindre Sébastien Toen à ce moment-là ? Évidemment, on essaye d'appeler Sébastien Toen pour confirmer l'information, d'abord, pour en savoir un peu plus aussi sur les circonstances du tournage de ce sketch, sur les circonstances de son licenciement. Alors Sébastien Toen, il ne veut pas parler. D'abord, il ne peut pas parler, il est en train de négocier son départ. Ça fait 17 ans qu'il est à l'antenne de Canal+. Il peut prétendre à un chèque important. Donc, il ne veut pas mettre en péril cette négociation. Après, en parlant avec son entourage, on a appris qu'il prenait la chose avec une certaine philosophie. Le 5 décembre, le journaliste sportif Stéphane Guy profite d'un match qu'il commente pour saluer Sébastien Toen. Juste peut-être pour saluer l'ami Sébastien Toen, qui n'a peut-être pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent. Et comme le disait Coluche, l'un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal, Habib, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter. Ce clin d'œil lui attire des ennuis. Il faut dire que ce clin d'œil en direct sur Canal+ intervient alors que la veille, des salariés de la chaîne avaient présenté à la direction une pétition signée par 148 personnes et dénonçant le licenciement de Sébastien Toen. 148 personnes dont un tiers avaient voulu garder l'anonymat. C'est dire le climat qui règne actuellement à Canal+. Et donc ce clin d'œil, il passe très très mal. Il passe très très mal parce que la direction, elle est assez énervée par cette pétition. Pétition qui est relayée partout dans les médias. Et donc Stéphane Guy, il intervient le lendemain et tout de suite, c'est la sanction. Le 16 décembre, il est convoqué devant la DRH et le 24 décembre, on apprend qu'il est licencié. Cela faisait presque un quart de siècle qu'il était à Canal+. Là encore, comment est-ce que la chaîne justifie son départ ? Eh bien, pas de justification, pas de commentaire. Mais le message envoyé, il est clair, ne sortez pas des rangs. Ne vous faites pas remarquer. D'ailleurs, la semaine durant laquelle Stéphane Guy est convoqué devant la DRH, il y a plusieurs réunions qui sont tenues par visioconférence avec les journalistes du service des sports, 3 en tout. Et à chaque fois, le message est clair. Pas de pétition parce que cette fois-ci, ça ne passera pas du tout. Et en clair, on leur signifie que s'ils veulent sauver Stéphane Guy, cette fois-ci, il faudra se taire. Mickaël Zolto-Broda, ce licenciement est un nouveau coup dur pour la rédaction de Canal+. Comment réagissent les salariés ? Ils se disent mais comment on va pouvoir réagir, comment on va pouvoir surmonter ça. On leur avait demandé de ne pas parler pour essayer de sauver les meubles avec Stéphane Guy et l'avenir de Stéphane Guy sur Canal+. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui peut marcher maintenant ? Est-ce que c'est se lancer dans une grève, mais on l'a vu avec iTélé, c'est pas forcément adéquate. Vincent Bolloré n'a pas peur du conflit. En revanche, eux, ils ont tous peur de perdre leur job. Le mardi 29 décembre, Augustin Trapenard annonce son départ surprise de Canal+ après 10 ans de contrat. Est-ce qu'on en connaît les raisons ?
Officiellement, il aurait d'autres projets. Moi, j'en connais pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Vincent Bolloré voulait depuis plusieurs mois se séparer d'Augustin Trapenard. Augustin Trapenard, à qui on avait demandé de recevoir des auteurs maison du groupe Vivendi dans 21 cm, son émission littéraire. Ce qui était mal passé pour Augustin Trapenard, qui tenait à sa liberté d'expression. Lui, c'était, même s'il était arrivé que depuis 10 ans, il avait cet esprit Canal à l'ancienne et ça ne collait plus. Du coup, il a sûrement eu un gros chèque de départ avec une clause de non-dénigrement comme tous les autres qui sont partis et puis basta. Michael Zolto-Broda, les salariés du groupe qui y travaillent parfois depuis très longtemps, est-ce qu'ils ont de l'espoir pour 2021 ? C'est compliqué parce que pour se faire entendre, pour se mobiliser, il va falloir qu'ils trouvent un leader, ce qu'il n'y a pas vraiment. Et puis, qui va prendre le risque d'affronter Vincent Bolloré ? Là, ce qu'on sait en revanche, c'est que le contexte économique et le marché du travail est compliqué. Il y a une chaîne qui s'appelle Téléfoot qui va fermer avec plusieurs dizaines de salariés qui vont être sur le carreau et qui peuvent être embauchés par Canal+. Donc, le mot d'ordre, ça va être surtout d'essayer de garder son job. Certains partiront peut-être d'eux-mêmes, en tout cas, ceux qui restent, c'est clair, ils ne doivent pas sortir du rang et surtout suivre les règles imposées par la direction du groupe Canal+. Merci à Sylvain Merle et Michael Zolto-Broda. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Marion Botorel. À la réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.